Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc en effet, moi je suis médecin en réanimation à Lariboisière, aussi coordonnateur du prélèvement d'organes et de tissus, membre du comité éthique de la SFAR et puis doctorant en éthique au centre de recherche en épistémologie de Paris-Saclay. Donc le titre est un petit peu provocateur, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, le contexte de cette recherche, c'est que donc, cette recherche, elle fait partie intégrante de mon projet de thèse. Le contexte général, c'est que la mort, ben, pour nous en réanimation, c'est une réalité quotidienne puisque 60% de la population française décède à l'hôpital et plus de 20% de ces décès hospitaliers ont lieu en réanimation. Ça monte jusqu'à même près de 36% en CHU. Alors, c'est des données un petit peu anciennes, mais en tout cas, dans les études de réanimation, on observe qu'environ entre 10 et 30% des patients qui sont admis en réanimation vont décéder durant leur séjour en réanimation. Et puis aujourd'hui, cette mort en réanimation, c'est une mort qui est de plus en plus programmée, c'est-à-dire qui découle de décisions de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques, puisqu'une telle décision va être prise quand même chez près d'un tiers de nos patients durant leur séjour. Et 90% des patients qui décèdent aujourd'hui en réanimation décèdent au décours d'une décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques de maintien en vie. C'est des chiffres qui ont doublé au cours de ces 20 dernières années. Donc voilà, c'est la réalité de notre quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les services de réa, la problématique du quotidien, c'est la question que j'ai mis là, c'est-à-dire ne pas faire, c'est risquer la mort, mais faire, c'est risquer l'obstination déraisonnable. Et c'est vrai que c'est une question qui est devenue quotidienne et qui se répète même plusieurs fois par jour. Donc, on doit au quotidien décider des limitations des arrêts thérapeutiques avec la caractérisation de l'obstination déraisonnable, les questions autour des recherches des volontés du patient, des valeurs aussi des proches, ce qu'on a un peu appris de la jurisprudence, la procédure collégiale, la responsabilité médicale de cette décision et puis de plus en plus de recours juridiques. Ça, c'est le contexte dans lequel on se situe. Et puis, on va devoir pratiquer ces décisions d'arrêt des thérapeutiques avec des débats qui ont lieu autour des pratiques sédatives, en particulier entre les sédations dites proportionnées et la sédation profonde et continue, et un accompagnement des proches et des soignants qui est très important dans ces deux temps de décision et de pratique. Donc voilà le contexte dans lequel est arrivée en 2015 en France une procédure de don d'organes un petit peu particulière qui est le Maastricht 3. Donc le Maastricht 3, c'est ce qu'on appelle des donneurs décédés contrôlés après arrêt circulatoire. C'est des patients qui vont être donneurs d'organes après un décès par arrêt circulatoire, décès qui va survenir en réanimation après une décision d'arrêt des thérapeutiques. Donc c'est bien le contexte dans lequel se situe l'objet de ma recherche. C'est une procédure, en tout cas une possibilité de donner ces organes, comme ça, après un arrêt des thérapeutiques en réanimation, qui est assez ancienne dans d'autres pays européens, en particulier les Espagnols et les Anglais ont une expérience, les Hollandais aussi, et tout ça est publié chez eux. Chez nous, c'est relativement précoce, puisque là, je vous ai mis les chiffres par type de donneur d'organes en fonction des années. Vous avez les deux couleurs qu'on va regarder, c'est la couleur bleu marine où vous avez les donneurs en état de mort encéphalique, voilà, environ 1700 donneurs par an. Et puis vous avez tout en haut en vert, là, donc ces fameux patients dont je vais parler aujourd'hui, qui sont les donneurs potentiels Maastricht 3. Et vous voyez que ça a commencé il n'y a pas si longtemps en France, en 2015, avec une augmentation régulière du nombre de donneurs, puisqu'on oscille en ce moment entre 150 et 170 donneurs, 170 donneurs par an, mais ça ne fait qu'augmenter avec en particulier une augmentation du nombre de centres qui peuvent proposer ce type de prélèvement d'organes. Donc juste avant de venir à la recherche en elle-même, peut-être rappeler les étapes ou vous exposer les étapes d'un tel parcours pour un patient. Donc une décision d'arrêt thérapeutique va être prise. Théoriquement, cette décision, elle doit être prise indépendamment de la possibilité du prélèvement d'organes, pour qu'on ne décide pas d'arrêter des thérapeutiques pour prélever des organes. Une fois que cette décision est prise, acceptée par les proches, une première évaluation va pouvoir avoir lieu par la coordination du prélèvement d'organes qui va rechercher s'il n'y a pas une contre-indication évidente. Et l'évolution, c'est une des questions que je ne traiterai pas aujourd'hui, mais qui est une question pour les réanimateurs, c'est que l'évolution vers la mort encéphalique est une contre-indication au Maastricht 3.
On va pouvoir déjà réaliser quelques examens pour rechercher ces contre-indications sans en informer encore les proches. Si lors de cette deuxième étape, on ne retrouve pas de contre-indication évidente, on va pouvoir aborder les proches. Là, c'est le même principe que pour la mort encéphalique. On va rechercher si le patient mourant, durant sa vie, a exprimé une opposition au don d'organes. Le registre national du refus, lui, ne pourra être interrogé qu'après la déclaration de décès, donc ce n'est pas à ce moment-là qu'on peut l'interroger. Si jamais les proches ne rapportent pas d'opposition au don d'organes et s'ils adhèrent au projet, on va pouvoir faire une qualification des organes et organiser le Maastricht 3. Donc là, c'est déplacer le malade pour faire un body scanner et puis convoquer une équipe, je vous en parlerai juste après, de CRN, qui est une circulation régionale, abdominale, qu'on va mettre en place après la déclaration de décès pour perfuser les organes. Les équipes de prélèvement pour le rein, le foie, le poumon. Donc, il y a toute une étape d'organisation qui allonge un peu les délais aussi entre la décision et l'application de l'arrêt des thérapeutiques. Et puis, l'arrêt des thérapeutiques, alors même dans ce contexte-là, la théorie voudrait qu'on puisse le faire en réanimation en présence des proches, s'ils le souhaitent, sous sédation profonde et continue, et pareil, avec des pratiques qui théoriquement ne sont pas censées être influencées par la possibilité du prélèvement d'organes, c'est-à-dire qu'on est censé théoriquement, en tant que réanimateur, faire la même chose, qui est un Maastricht 3 ou pas de Maastricht 3. L'arrêt circulatoire va survenir au décours de l'arrêt des thérapeutiques et on va surveiller un arrêt circulatoire pendant 5 minutes qu'on appelle une période de no-touch, c'est-à-dire qu'une fois que le patient est décédé, pendant 5 minutes, on ne le touche pas pour vérifier qu'il n'y a pas d'autoressuscitation. À ce moment-là, on va pouvoir interroger le registre national des refus pour vérifier une dernière fois qu'il n'y avait pas d'opposition. Et là, on rentre dans une partie très technique qui va être un recours systématique à cette circulation régionale que je vous ai mis sur ce schéma-là. Donc, vous imaginez que le patient vient de décéder, son cœur s'est arrêté il y a moins de 5 minutes et on va mettre en place cette circulation. Je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, c'est pour perfuser son rein et son foie pour pouvoir les prélever alors que ça circule encore qu'à l'étage abdominal. Et puis, il faut, pour que le prélèvement puisse être possible, il y a des délais qui doivent être respectés. Alors ça, c'est des délais qui sont à respecter du côté de la coordination du prélèvement d'organes et des chirurgiens préleveurs. Et vous voyez qu'entre le moment où on va arrêter les thérapeutiques, c'est-à-dire en pratique extuber le malade sous sédation profonde, et le moment où son cœur va s'arrêter, il faut qu'il y ait moins de 180 minutes, ce qu'on appelle la phase agonique. Donc, il faut que le patient décède moins de 3 heures après l'arrêt des thérapeutiques. Ça, c'est encore une fois la théorie. Et puis, vous voyez qu'entre le moment où le patient commence à être hypotendu, là, avec une pression artérielle moyenne inférieure à 45, et le moment où on va mettre la circulation régionale dont je vous ai parlé, il y a aussi des délais à respecter qui sont assez contraints, de l'ordre de, on va dire, entre 30 minutes et 90 minutes selon les organes. Et donc, il faut que cette circulation, en plus, régionale, elle soit mise en place de manière un petit peu précipitée. Donc, c'est quand même une situation où, après l'arrêt des thérapeutiques, il y a vraiment un chrono qui est déclenché pour voir si on peut prélever ces organes. Donc ça, c'est le protocole tel qu'il a été pensé à l'Agence de la biomédecine avec les équipes de réanimation, en particulier les comités éthiques des sociétés savantes. Et puis l'objet de cette recherche, c'était partir du principe que le développement de ce type de prélèvement, il semblait légitime, parce qu'il y a de plus en plus de patients en attente d'organes, qu'il y a moins en moins de donneurs, en particulier de donneurs en mort encéphalique, que les résultats qui ont été publiés sur les greffons sont excellents, c'est-à-dire que c'est des très très bons greffons rénaux, hépatiques et même pulmonaires. Probablement que c'est légitime parmi d'autres solutions, en particulier améliorer le taux de refus. Mais que si ce développement il est légitime, pour nous, en réanimation, il est très complexe, puisqu'il y a des contraintes techniques, en particulier avec le recours à cette circulation régionale normothermique. Il y a des contraintes organisationnelles. Il faut avoir les équipes formées, les disponibilités de blocs opératoires, et puis il y a surtout des tensions éthiques très importantes qui sont donc l'objet de ce travail de recherche. Et cette complexité du développement du Maastricht 3 explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout une homogénéité de possibilités de Maastricht 3 sur l'ensemble du territoire français, puisqu'il y a encore des centres et des grosses villes qui n'ont pas de contraintes techniques ou organisationnelles particulières, mais où il y a encore des tensions éthiques qui bloquent le développement de cette procédure, encore une fois, que je pense être légitime, même si elle est complexe. Et donc finalement, les questions qu'on s'est posées sur cette procédure, c'est finalement quels sont les patients qui sont potentiellement les
les donneurs d'organes Maastricht 3, quel impact peut avoir cette procédure sur nos décisions, sur nos processus décisionnels d'arrêt des thérapeutiques, même si théoriquement tout ça doit être étanche. Quel impact ça peut avoir sur nos pratiques de fin de vie? Je vous ai parlé des délais qui doivent être respectés pour que les organes puissent être prélevés. Donc, est-ce que finalement, ce chronomètre qui se lance ne va pas avoir un impact sur nos pratiques et en particulier sur nos pratiques sédatives? Et puis surtout aussi, quelle est l'expérience vécue par les proches des patients et par les soignants de cette mort qui est quand même très particulière, très technique et très programmée. Donc pour ça, on a décidé de mener une recherche en 3 temps. Donc je vais vous présenter un peu les 3 étapes du projet de recherche. La première, c'était de partir des données un peu brutes, quantitatives de la cohorte nationale des donneurs potentiels Maastricht 3. Donc c'est un travail qui a associé les 2 sociétés françaises de réanimation et l'Agence de la biomédecine, où on a regardé la cohorte des 908 donneurs potentiels qui ont été identifiés entre 2015 et 2019. Donc, c'est près de 1000 patients en fin de vie en réanimation identifiés comme donneurs potentiels. Et puis, on les a comparés en 2 groupes différents. D'abord, le groupe de ceux pour lesquels, au moment de l'arrêt des thérapeutiques, le jour J de l'extubation, finalement, le prélèvement d'organes n'était plus envisagé parce qu'il y avait eu une opposition du mourant, il y avait eu la découverte d'une contre-indication médicale, un obstacle médico-légal, etc. Et puis le deuxième groupe, c'est les patients chez qui le jour J de l'arrêt des thérapeutiques, le prélèvement d'organes était encore envisagé et donc il y avait l'équipe de CRN dans la réanimation, les équipes de coordination, les équipes de prélèvement sur place au moment de l'arrêt des thérapeutiques. Et puis on a aussi comparé 2 types de patients selon l'étiologie qui a motivé l'arrêt des thérapeutiques, qui sont les 2 grandes catégories de patients éligibles, qui sont soit les patients post-anoxiques, c'est-à-dire qui ont fait un arrêt cardiaque en général extra-hospitalier et chez qui la décision d'arrêt des thérapeutiques va être prise assez précocement. En général, au bout d'une semaine, on a les critères pronostiques. Puis un autre groupe qui est très différent, qui est le groupe des neurolésés, c'est-à-dire les AVC hémorragiques, les AVC ischémiques, les traumatisés crâniens, chez qui les critères pronostiques sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui, les décisions d'arrêt thérapeutique souvent plus tardives, et donc on a comparé ces 2 groupes. Donc l'idée de ce premier temps de recherche, c'était de partir un peu de la photographie d'une procédure qui était quand même relativement récente en France. Le deuxième temps de l'étude, et c'était aussi dans l'idée du 3e temps que je vais vous décrire avant, c'est une étude sur l'expérience vécue par les soignants de cette procédure, ou en tout cas de cette possibilité de prélèvement d'organes chez les patients en fin de vie en réanimation, chez qui une décision d'arrêt thérapeutique a été prise. Et donc, c'est une étude purement qualitative qui s'intéresse aux perceptions, aux expériences des soignants, médecins et paramédicaux, qui a été menée par une équipe multidisciplinaire avec en particulier Nancy Kentish-Barnes, qui est la sociologue du groupe Famirea, 2 étudiants en Master 2, dont Sarah Martouzet, qui a mené les 22 entretiens auprès des soignants, et puis une infirmière de coordination qui connaissait bien le sujet. Donc, il y a eu des 22 entretiens avec une grille d'entretien, une phase d'observation de 6 mois dans la réanimation, et puis ensuite une analyse thématique avec un codebook qu'on a partagé pour analyser ces résultats. Cette étude, elle a permis, donc cette étude est terminée, elle a permis d'envisager le 3e temps de la recherche, qui est là vraiment une étude prospective multicentrique dans 26 réanimations en France, qui représente à peu près 70% de l'activité Maastricht 3 en France. Donc normalement, on va avoir des données assez exhaustives. Là, sur l'expérience vécue par les proches et les soignants de ces situations où le prélèvement d'organes est abordé en fin de vie en réanimation. C'est une étude qui est financée par la Fondation de France et l'Agence de la biomédecine, où pareil, on va séparer un peu ces deux situations où l'arrêt des thérapeutiques a lieu alors que le prélèvement d'organes n'est plus envisagé, opposition, contre-indication médicale, etc. Et puis l'arrêt des thérapeutiques avec le prélèvement d'organes toujours envisagé, c'est-à-dire équipe de coordination, CRN, chirurgien dans la réanimation. On va pour cette étude qui vient de commencer, puisque les centres sont en train de s'ouvrir, inclure 151 proches qui vont être évalués à 3 mois et à 6 mois sur des échelles de stress post-traumatique, d'anxiété, dépression, de qualité de la fin de vie, c'est l'échelle César,
de deuil compliqué et puis surtout un questionnaire. Et puis pour les soignants, c'est une auto-évaluation de 3 soignants qui se sont occupés du patient, un médecin et 2 personnels paramédicaux dans les 72 heures qui vont suivre le décès, où là, c'est une échelle d'anxiété et puis surtout aussi un questionnaire. Voilà, notre hypothèse de travail, c'est que pour les proches, ça n'a pas d'impact majeur puisque c'est un peu les données préliminaires qu'on a sur une étude qui a été menée en réanimation à Annecy où une psychologue suit les proches. Hein. Ce qui est difficile pour les proches, c'est la perte de l'être cher, mais finalement, toutes les questions qu'on se pose sur le prélèvement d'organes passent un peu au second plan pour eux. Et qu'en revanche, pour les soignants, peut-être une anxiété per-procédure beaucoup plus importante quand le chronomètre est lancé et qu'il y a les équipes de CRM. Donc, je vais vous présenter pour finir juste les quelques premiers résultats des deux premiers blocs de la recherche, puisque encore une fois, le troisième vient de commencer. Je vais peut-être passer rapidement sur la partie cohorte pour vous donner plutôt les résultats de l'étude qualitative. Donc, sur la cohorte, sur la période 2015-2019, 908 patients ont été identifiés comme des donneurs potentiels pour cette procédure. 60% étaient des comas post-anoxiques, c'est-à-dire des arrêts cardiaques, vous les avez en rouge. 40% étaient les neurolésés dont je vous ai parlé, hein, AVC hémorragique, trauma crânien et AVC ischémique. Et puis, vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est les délais entre l'admission en réanimation et la décision d'arrêt des thérapeutiques. Chez les patients qui sont post-anoxiques, c'est-à-dire ceux qui ont fait un arrêt cardiaque, il se passe environ 6 jours entre l'admission et la décision. Ça paraît assez attendu, puisqu'en effet, aujourd'hui, à 6 jours d'un arrêt cardiaque, on a des critères pronostiques assez robustes pour pouvoir décider d'un arrêt thérapeutique. Ce qui est plus étonnant dans le résultat de cette recherche, c'est les 10 jours chez les neurolésés, c'est-à-dire après un AVC ou un trauma crânien. Des décisions d'arrêt thérapeutique sont prises après 10 jours en réanimation. Ça semble assez précoce par rapport à ce qui est décrit dans la littérature, et probablement, ça veut dire que les neurolésés qui sont identifiés comme des donneurs potentiels sont des neurolésés très graves, qui ne sont pas passés en mort encéphalique à la phase initiale, mais qui ont des critères pronostiques très sévères. Juste pour dire que par rapport aux autres pays qui en font depuis longtemps, on a plus de post-anoxiques et pourtant, on a des délais moyens qui sont plus longs. Donc, je ne vais pas pouvoir beaucoup développer là-dessus en peu de temps, mais l'idée, c'est de dire que probablement dans d'autres pays, comme l'Angleterre ou les Pays-Bas, ils vont prendre des décisions d'arrêt thérapeutique très précoces chez des neurolésés sévères, des AVC par exemple, qui sont limités à J1, J2 aux urgences et qui deviennent des Maastricht 3, des donneurs Maastricht 3, alors que c'est des patients qui, chez nous, seraient plutôt passés en état de mort encéphalique. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un glissement entre Maastricht 3 et mort encéphalique qui pose des questions, en particulier en termes de neuropronostication. Et ça, c'est vraiment un sujet pour la réanimation. Quand on regarde ces donneurs potentiels, les 908, vous voyez que finalement, environ la moitié au moment de l'arrêt des thérapeutiques, le prélèvement d'organes n'était plus envisagé, principalement parce qu'il y avait eu 30% de taux d'opposition. Et puis l'autre moitié, vous voyez qu'ils sont donc décédés ou le jour d'arrêt des thérapeutiques, le prélèvement d'organes était encore envisagé. La plupart du temps, donc quasiment tout le temps en réanimation, en présence des proches dans 60% des cas, avec, comme je vous ai décrit, toute l'équipe présente. Il n'y a que, étonnamment, 22 patients qui sont décédés au-delà des 3 heures, qui sont impartis par la procédure. Donc, les patients sont morts, vous voyez, vous avez sur ce schéma, entre donc, ceux qui étaient, au moment où il y a l'arrêt des thérapeutiques, le prélèvement est encore envisagé. Entre l'arrêt des thérapeutiques et le moment où ils font l'arrêt cardiaque, la durée médiane de la phase agonique, c'est 15 minutes. C'est-à-dire que c'est des patients qu'on extube et 15 minutes après, le cœur s'arrête. Donc, c'est des décès qui sont très rapides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé, puisque évidemment le Maastricht 3 est arrivé pour nous en réanimation en même temps que la loi Claes-Leonetti et la sédation profonde. Vous avez ici dans le tableau en bas, en fonction des années, la proportion de patients qui sont décédés au-delà des 180 minutes. Vous voyez que cette proportion, elle diminue drastiquement. Et vous avez la proportion de patients chez qui la sédation a été augmentée. Et on voit qu'on sédate de plus en plus les patients dans les 24 heures qui suivent le décès. Donc on peut penser que c'est soit l'application de la loi Claes-Leonetti, soit c'est autre chose et c'est des pratiques sédatives modifiées. Donc finalement, quels patients des patients chez qui la neuropronostication doit être robuste, on doit être sûr de nous quand on décide de l'arrêt des thérapeutiques. Et puis c'est des patients aussi qui doivent être
suffisamment dépendant du maintien artificiel pour que quand on l'arrête, il y ait une probabilité importante qu'il décède dans les temps impartis par la procédure, ce qui garantit finalement de ne pas avoir de transgression d'acte à faire pour qu'il décède dans les délais. Alors, quel impact? Donc là, je vais vous présenter pour finir les résultats de l'étude qualitative. Quel impact sur la décision d'arrêt thérapeutique? Quand on interroge les soignants, on voit quand même la conclusion de la recherche, c'est que l'éventualité du M3, elle est bien présente au moment où on décide de l'arrêt thérapeutique. Un patient qui est éligible au M3, au moment où on fait la réunion de procédure collégiale, où on discute avec la famille, on a quand même à l'intérieur de sa tête la possibilité du M3, quelques verbatims. La question, c'est est-ce que je prends cette décision pour aller vers le Maastricht 3? C'est schizophrénique, on nous dit qu'il doit y avoir une étanchéité complète. En pratique, c'est impossible. Au moment où on prend la décision ou un peu avant, est-ce qu'il y a l'ombre du M3? On reste des êtres humains, donc bien sûr, in fine, on sait ce qui peut se passer. Et donc, on voit que les soignants, face à ce M3 qui trotte dans leur tête au moment où ils doivent décider de l'arrêt thérapeutique, ils vont adopter une stratégie de résolution de ce problème qui va être de mettre en scène un peu la démarche découplée entre la décision d'arrêt thérapeutique et la possibilité du prélèvement d'organes. Parce que finalement, ils adhèrent quand même au M3, c'est ce qu'ils disent dans leurs entretiens, qui donne un sens à la mort. Pareil, je vous donne quelques verbatims qui illustrent ce résultat. Il n'y a pas une personne participant à la réunion qui n'ait pas le M3 en tête, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce qu'on ne fait pas d'arrêt thérapeutique pour obtenir des organes. Aux réunions de procédure collégiale, c'est extrêmement important qu'on fasse la distinction complète entre l'arrêt thérapeutique et le M3, ça permet d'être bien dans ses baskets. On ne peut plus rien faire, le patient va mourir et ça peut sauver la vie de quelqu'un d'autre. Ça casse l'image un peu tragique de la mort. Finalement, il n'est pas mort pour rien. Ça donne un sens à la mort. Voilà. Donc, on voit que le M3, il est présent au moment de l'arrêt thérapeutique, de la décision d'arrêt thérapeutique, et qu'on va mettre en scène le découplage. Le moment difficile, ça, on était un peu surpris. Le moment difficile pour les soignants, c'est le moment entre la décision et l'arrêt thérapeutique, puisqu'ils sont amenés à faire dans ce moment-là, en même temps, un accompagnement de fin de vie, auquel ils sont relativement habitués, mais en même temps, une réanimation des organes. Et donc ça, ils ont du mal à... C'est pareil, c'est un peu schizophrénique. Ils disent normalement, on ne doit pas réanimer quelqu'un qui n'a pas de projet thérapeutique. C'est d'optimisation déraisonnable, c'est pas évident. Le plus gênant, c'est cette période, dans la mort encéphalique, on fait de la réanimation d'organes, mais là, le patient n'est pas mort, on réanime ses organes, il a peut-être mal, il a peut-être peur. Et donc pareil, ils vont essayer de trouver un peu une solution pour se sortir de cette difficulté et dire que ça va quand même leur permettre, le temps que le M3 s'organise, un temps supplémentaire pour accompagner et pour ritualiser un peu les choses. Comme la famille est là et qu'on attend, ça nous donne un peu plus de temps ensemble. Ça nous donne aussi l'opportunité de préparer le patient et de se concentrer sur le patient dans son lit à la fin de sa vie. Et voilà, un temps qui est quand même un temps compliqué. Et puis le jour J de l'arrêt des thérapeutiques, ça, ils décrivent tous et on a eu beaucoup de verbatim sur la pression de la réussite. Je vous ai dit, le chronomètre qui se déclenche. Il y a une forme de pression parce qu'on sait que le patient peut sauver des vies, on a un devoir de réussite. Il y a vraiment une grosse pression pour que ça aboutisse. Le chirurgien et la coordination sont là à mettre la pression pour être sûr que les organes soient branchés à temps, au bon moment, pour qu'ils ne perdent pas de qualité. Il y a cette idée que vite, il doit mourir. La tentation est grande de pousser ce qu'il faut pour respecter les délais. J'ai peut-être tendance à mettre trop de sédation, mais au moins, je suis sûr de respecter le timing. Je ne suis pas confortable avec ça. On sait que parfois, il y a des transgressions. Et donc, pareil, là, comment ils vont faire pour se sortir de cette pression? Ils vont fantasmer l'échec et ils disent, c'est pas un critère de qualité d'avoir 100% de patients qui décèdent dans les délais. On doit résister à la pression, accepter que parfois la procédure n'aboutisse pas. Et on est tous convaincus que l'équipe vivra mieux cette activité le jour où on en aura foiré un. Et dernière diapo pour vous dire qu'ils rapportent tous quand même une expérience très modifiée du mourir quand l'équipe de coordination de CRN est là. Deux choses sont en concurrence et veulent se partager le même instant. On n'était pas dans l'accompagnement, c'était vraiment très technique. Ce n'était pas du tout l'ambiance où le patient est en train de décéder. Il y avait la famille qui était là, que j'ai interprété comme n'arrivant pas à dire au revoir à leurs proches, parce qu'en fait, il y avait trop de monde, il n'y avait aucune intimité. J'ai dans la tête les mots, on leur vole leur mort. C'est sûr que ce moment du mourir n'est plus le même. Malgré tout, ça déshumanise complètement la fin de vie. Et donc finalement, le titre que j'avais choisi, c'était de dire que moi, quand j'ai commencé la réanimation
on était déjà passé un peu d'un biopouvoir sur la mort avec le pari de la réversibilité de la mort sur un lieu d'accueil de la mort, avec ces décisions de limitation de plus en plus fréquentes et qui nous occupent une bonne partie de nos journées. Et donc, quand j'ai commencé, l'avenir de la réanimation, on se demandait si c'était les soins palliatifs. Et puis aujourd'hui, avec cette procédure, on peut se demander aussi si finalement l'avenir des soins palliatifs, ce serait pas le prélèvement d'organes. Et pour une note positive, vous dire qu'ils font du Maastricht 3 après euthanasie en Belgique, par exemple, c'est une possibilité. Donc, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais c'est pas de la science-fiction complètement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette synthèse et de toutes les problématiques et techniques et organisationnelles et éthiques. Alors moi j'aurais des questions, mais je vais privilégier déjà ces questions qui sont dans le chat. Alors il y a une première question qui va permettre de clarifier peut-être tout de suite de quoi on parle pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc on a cette question, j'avais cru comprendre qu'à partir du moment où on injectait un produit létal, il était interdit de faire des prélèvements car les organes étaient impropres. Alors peut-être juste repréciser. Déjà, il n'y a pas d'injection de produit létal, hein. On est bien sûr un arrêt des thérapeutiques accompagné d'une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc en pratique, on met en place une sédation et on vérifie que sur le score de RAS en général, que le patient est profondément sédaté, c'est-à-dire qu'il est dans un coma profond pour éviter toute souffrance réelle ou potentielle, puisque la plupart sont des neurolésés, donc c'est très difficile pour nous d'évaluer leur confort. Donc c'est bien une sédation dont l'objectif est le coma pour éviter la souffrance potentielle. Donc il n'y a pas d'injection de produit létal, hein. Voilà, c'était bien pour préciser ça, pour que ce soit bien clair si jamais des personnes avaient un doute sur cette question-là. Et sur cette question de la sédation, justement, tu as dit à un moment qu'il y avait des pratiques de sédation qui étaient modifiées. Et là, les verbatim aussi, les derniers verbatim ont pu aussi le soulever, hein, cette idée on aurait peut-être envie de pousser la sédation pour pouvoir être dans les délais. Du coup, la question, c'est quand tu parlais de pratiques sédatives modifiées, est-ce que ça signifie un traitement à visée létale, justement, ou à quoi est-ce que ça faisait référence? Ouais, en fait, il y a que 20% des patients qui sont sous amine vasopressive dans cette cohorte. C'est-à-dire qu'il y a très peu de malades qui sont dépendants au niveau cardiaque d'un médicament. Donc, en fait, on va les extuber et les patients qu'on extube, ils vont pas tous mourir dans les délais inférieurs à 3 heures. Et donc, il y a eu la tentation de certains médecins qui se sentaient, encore une fois, avec une pression de la réussite pour que le patient meure dans les délais. Finalement, la seule manière d'accélérer le décès, c'est d'augmenter les médicaments de sédation, hein, ce qu'on a appelé à un moment le double effet. Ce qu'on voit, c'est que, comme je vous l'ai dit, on voit que la proportion de patients qui décèdent hors délai, elle diminue avec le temps, et que la proportion de patients chez qui les sédations sont augmentées, c'est-à-dire qu'on augmente les doses dans les dernières heures, augmente avec le temps. Donc c'est des résultats très, très partiels. J'espère qu'avec le qualitatif, on en aura plus. Après, l'expérience des centres qui en font le plus longtemps, c'est que finalement, quand ces patients sont entre parenthèses, bien identifiés comme étant dépendants du maintien artificiel en vie, l'expérience, par exemple dans mon service, je pense qu'au début, on a peut-être eu tendance à transgresser ce double effet de la sédation et qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un patient qui est sous sédation profonde et continue et qu'on extube, en fait, il meurt dans des délais très courts. C'est la réalité des patients de réanimation neurolésés. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est pas une pratique létale de la sédation, c'est juste que c'est ce que rapportent les soignants, c'est que pressurisé par l'environnement très technique et très timé qu'il y a autour d'eux, ça peut être utilisé. Et d'ailleurs, ils disent, hein, il y a des transgressions, et en effet, c'est ce qu'ils décrivent en tout cas. Oui, Régis. Oui, bonjour Mathieu. Merci pour cette présentation que je trouve très intéressante. Je suis impressionné par le fait qu'on joue quand même, entre guillemets, bien sûr, avec une tension qui est quand même sur un plan éthique extrêmement forte. On pourrait, c'est moi qui posais la question de nature de la sédation ou la fonction de la sédation, mais c'est vrai que je sais pas, je vais au-delà de votre présentation, mais est-ce que lorsqu'on prend la décision finalement d'arrêter
tout ce qui pourrait contribuer à maintenir artificiellement en vie, et que la mort, de toute façon, va advenir. Est-ce qu'il est plus éthique d'attendre que cette mort advienne, serait-ce au prix d'une perte de la qualité des greffons qui seront prélevés, ou est-ce il peut apparaître éthique d'accélérer la survenue de cette mort? Je ne sais pas si ma question est claire, mais c'est à mon avis ce qui taraude les professionnels quand ils sont confrontés à cette réalité. Non, non, c'est exactement la question centrale, c'est qu'en fait, il faut en fait qu'on arrive à trouver le moyen d'assumer un peu une double intentionnalité qui est l'intentionnalité d'accompagner le mourant dans sa fin de vie et en même temps l'intentionnalité de parfois, alors c'est souvent du consentement présumé, mais on a aussi du consentement explicite, hein, c'est-à-dire des familles qui nous rapportent il était donneur d'organes, donc c'est un argument supplémentaire pour se dire, ben, une fois qu'il est, c'est vrai que parfois, ce qu'on entend, c'est une fois qu'il est sédaté profondément et qu'il est extubé et qu'on sait qu'il va mourir, quel est l'intérêt que ça dure 60 minutes plutôt que versus plus de 180 minutes, alors qu'il y a un projet de don d'organes, puisque derrière le don d'organes, il n'y a pas juste l'agence de la biomédecine, en fait, il y a les receveurs, etc. Donc, on a cette idée en tête que derrière, il y a aussi des patients qui attendent les organes. Donc, c'est sûr que c'est difficile et qu'aujourd'hui, certains seraient prêts à dire que dans ces cas-là, il faut que le décès survienne dans les délais pour assumer la double intentionnalité et que du moment que c'est fait sous sédation profonde, finalement, il n'y a pas de. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à ce que vont vivre les proches, parce que c'est vrai que les patients, ils sont en coma post-anoxique ou neurolésés sévères sous sédation profonde. Donc, le ressenti du patient n'est pas la question qu'on se pose, en tout cas. Mais. Cette procédure, elle occupe les comités éthiques des sociétés savantes de réanimation beaucoup, 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 beaucoup. Alors, il y a plusieurs autres questions dans le chat. Alors, par avance, désolée, je ne pourrais pas toutes les poser parce que voilà, il va falloir passer à l'autre intervention. Il y avait une réaction de Laurence Bréau sur le terme où tu terminais en disant que certains fantasment l'échec aussi pour enfin, voilà, c'était par rapport à cette conclusion de ton intervention. Elle a dit pourquoi fantasme d'échec quand il s'agit seulement d'accepter de ne pas être un soignant tout-puissant. Donc, je pense que ça renvoie aussi à nouveau à cette double, enfin, cette schizophrénie que tu décrivais bien. Je ne sais pas si tu voulais réagir par rapport à ça. Non, non, bah c'est juste que c'est un moyen de se rassurer, de se dire, si le prochain qu'on fait, il décède au-delà des 180 minutes, peut-être ça veut dire qu'on n'aura pas agi différemment de ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu le M3, mais c'est compliqué parce qu'en même temps, ce serait aussi source de beaucoup de déceptions parce qu'il faut aussi s'adapter à la singularité de chaque famille. Il y a des familles qui pourraient être prêtes à accepter, une fois qu'on a eu toutes ces discussions avec eux, que ça aille pas jusqu'au bout. Il y a des familles qui comprendraient pas non plus qu'on ait abordé toutes ces questions avec eux et que ça n'aille pas jusqu'au prélèvement d'organes. Donc, faut aussi qu'on puisse s'adapter aux proches, hein. Toutes les familles, je pense, ne sont pas prêtes à s'entendre dire désolé, il n'est pas mort dans les délais, donc on n'a pas prélevé les organes, et donc vous pouvez retourner le voir. C'est compliqué aussi, hein. Ok. Une petite dernière question aussi, où tu disais aussi en introduction qu'il y avait, voilà, que c'était une procédure complexe tant d'un point de vue technique, organisationnel et aussi en raison de tensions éthiques, et qu'il y avait des centres qui ne mettaient pas en place le M3 en raison de ces tensions éthiques. Est-ce qu'il y a déjà des études qui ont été faites par rapport à ces centres-là, typiquement, qui décident de ne pas mettre en place cette procédure? Non, non, pas à ma connaissance. Après, c'est vraiment quand on discute avec eux, il y a vraiment des cultures de service qui sont décrites et souvent c'est aussi très dépendant parfois des chefs de service. On attend que le chef de service que ça change pour que l'équipe change. Donc c'est vraiment des cultures de service, mais en effet, non, à ma connaissance, il n'y a pas de données. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas que les contraintes organisationnelles et techniques qui empêchent, parce qu'il y a des très gros CHU où il y a tout ce qu'il faut sur place en chirurgien, en CRN, etc., qui n'en font pas, donc c'est bien d'autres raisons. Ouais, ce serait intéressant à aller explorer.